Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Le booster bonne humeur de fin de semaine, oui, le moment exquis, celui de vous accueillir pendant 1 heure dans une France on ne peut plus libre. Bonsoir à vous, merci de nous suivre, 1 heure d'actualité et de débat avec le Conseil national de transition. Bonsoir Bruno, bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. C'était un plaisir de vous retrouver. J'étais absent ces quelques jours, donc voilà. L'actualité se bouscule, hein, comme d'habitude, puisqu'elle ne fait que se bousculer depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, notamment sur toute la partie Covid, évidemment. Alors, je voudrais démarrer en parlant de nos frères lointains, qui sont les Néo-Calédoniens. Je crois qu'on les appelle comme ça, en Nouvelle-Calédonie. Donc, en plein cœur du Pacifique, il y a une île qui est à moitié, je dirais, indépendante, c'est-à-dire qui a ses propres droits d'origine de droit coutumier, j'imagine. Et puis, pour partie, donc, le code pénal français qui est toujours en vigueur là-bas. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que la loi française, donc, oblige les résidents de cette île, je dis bien les résidents, tous les habitants, tous ceux qui s'y trouvent, à rester en confinement total toute la semaine, en couvre-feu pendant les week-ends, et en obligation vaccinale. Je répète, en obligation vaccinale. Alors, c'est assez vérifiable sur des sites .gouv, où vous trouverez les démarches pour se rendre, par exemple, en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà être au minimum, comment dirais-je, avoir été testé négatif, hein, donc voilà, le pass vaccinal. Il faut au minimum ça. C'est mieux d'avoir été vacciné, au moins une dose. Et puis, il faut de toute manière, même si on a été vacciné avec une dose, respecter, je crois que c'est 14 jours de quatorzaine, donc c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, à part ça, tout va bien, hein. Et donc, les Néo-Calédoniens, ils ne peuvent pas crier au secours. Pourquoi? Parce qu'ils ont, premièrement, l'impossibilité de défiler dans la rue pour des raisons qui leur ont été évoquées, qui sont les raisons sanitaires, hein, bien entendu, hein. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manifester à cause des mesures sanitaires. Ils ont assez de difficultés à communiquer via Internet parce qu'il semblerait que les moyens de communication Internet soient chers. C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre. Donc, il y a peu de sorties d'informations venant de la grande île. Et quand ça arrive, eh ben voilà, ce sont des appels au secours, quoi. Et donc, cet appel, j'en ai attrapé un au vol sur Internet, justement. Et je voulais relayer aujourd'hui donc l'information selon laquelle les gens de la Nouvelle-Calédonie sont en train de vivre l'enfer de l'obligation vaccinale qu'on nous promet pendant pas longtemps, hein. Sauf qu'on nous dit ah non mais ça n'aurait pas lieu, ça va pas venir, ça va pas arriver, l'année prochaine tout est fini, etc. Et plus on avance, plus on s'aperçoit que les dispositions sont drastiques. Donc on a des raisons de se faire un petit peu de soucis et de se dire que l'obligation vaccinale, si on continue d'écouter ce que veulent faire nos surveillants chefs, eh bien ça
pourrait bien arriver chez nous le plus tôt que prévu. Voilà. Sachant qu'on a par ailleurs des solutions alternatives au vaccin, je le rappelle, qui sont des solutions reconnues, établies par l'Institut Pasteur, par l'OMS, enfin par tous les organismes possibles et imaginables, qui sont des médications qui sont reconnues utiles et faisant effet sur la population. Donc pourquoi ne pas alterner, ne pas remplacer la vaccination par ces médicaments? C'est une des nombreuses questions qu'on pourrait poser. De même qu'on va poser la question, on va mettre les pieds dans le plat, en disant on attend toujours aujourd'hui la démonstration, la preuve scientifique qu'il existe un virus du Covid-19, car pour l'instant, on cherche encore. C'est un peu comme la clé de Saint-Georges. Voilà, donc on a tous ces points-là à voir. Et puis, je voudrais évoquer les médecins français, évidemment, qui sont depuis le 15 septembre dans l'obligation vaccinale à titre professionnel, puisqu'ils ont un métier de santé, évidemment. Et donc, ils sont tombés dans le cadre de l'obligation vaccinale avant tout le monde, et en même temps que je dirais que les Néo-Calédoniens qui le vivent à 100%. Donc, les médecins, que disent-ils? Pour l'instant, on les entend plus. Certains ont décidé de quitter leur métier, de faire autre chose. D'autres font des choses que je ne connais pas, mais ils n'ont pas forcément intérêt à nous le dire. En revanche, nous, au sein du CNT, ce qu'on peut dire, c'est qu'on les accueille, on accueille leur écoute, on est capable de les entendre et on est capable de faire quelque chose avec eux, à condition qu'ils veuillent bien prendre contact avec nous. Nous avons au sein de nos rangs des médecins, pas beaucoup, je vous le concède, mais il y en a eu qui se sont ralliés au CNT assez rapidement parce qu'ils avaient compris beaucoup de choses. Donc, ils sont forcément rares. Et pour en connaître un personnellement, je m'aperçois que suite au franchissement du 15 septembre, je reçois de sa part des nouvelles très étranges qui disent en substance « je me suis fait rattraper par la patrouille, ils m'ont attrapé, j'ai passé X temps en réanimation à l'hôpital alors que c'était un homme en parfaite santé, que lui est-il arrivé ?» Et il me dit en plus, là je suis sur un réseau, alors c'est un réseau téléphonique qui est complètement pourri, il faut qu'on trouve une autre solution pour parler, et conversation terminée. Il y avait une faute d'orthographe par mot, ce qui n'était pas son style. Donc voilà. Donc il y a visiblement une manipulation. Soit c'est pas lui qui m'a répondu, soit c'est lui, mais qui a passé des messages subliminaux pour me faire comprendre qu'il n'était pas libre de sa parole. Nous sommes rentrés véritablement dans un monde surréaliste et qui n'a rien de drôle du tout pour les médecins dans un premier temps, qui sont à l'avant-poste, comme les corps constitués peuvent l'être. Je pense aux gendarmes, je pense à l'armée, voilà, toutes ces fonctions-là. Mais les gens de la santé sont en particulier aux avant-postes en ce moment, car il s'agit d'une crise, je le rappelle, sanitaire. Ils ont pour beaucoup d'entre eux collaboré, c'est-à-dire relayer les éléments de nos médecins, de nos surveillants en chef. Ils les ont relayés avec parfois de très bonne foi, parfois un peu moins de bonne foi, mais beaucoup d'argent. Et oui, j'ose le dire. Et donc voilà, on se retrouve dans une situation où la France est coupée en deux entre ceux qui savent et qui résistent, ceux qui savent et qui résistent pas, et ceux qui savent pas et qui résistent pas non plus. Donc voilà, donc résister, c'est quoi? C'est simplement prendre la mesure de la vérité et se dire qu'il n'y a rien au-dessus de la vérité qui vaille qu'on vive. Voilà, c'est aussi simple que ça. On en est déjà au grand mot. Donc, grand mot est moté. Voilà. Voilà où nous en sommes. Je vais céder la parole à notre collègue Bruno, qui a des choses à nous dire. Merci Philippe, et de nouveau bonsoir à tous, bonsoir Sylvain. Moi j'ai été un peu surpris il y a 2 jours parce que je me suis rendu compte que notre Jupiter national est parti à la pêche. Il est parti à la pêche avec un grand filet, il est parti à la pêche aux complotistes. Alors c'est marrant parce que le mot complotiste, c'est un mot qui n'existe pas, on peut toujours chercher dans le dictionnaire, donc on peut mettre tout ce qu'on veut dans ce terme-là. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui serait très heureux s'il était encore vivant d'entendre ça, c'est notre ami Goebbels, l'ancien ministre de la propagande d'Adolf Hitler. Parce qu'en fait, créer ce qu'on appelle une commission anticomplotiste, derrière laquelle se cache très probablement et très sûrement une cellule des services spéciaux ou de la police qui va travailler durement pour éliminer du paysage médiatique toutes les personnes qui ne pensent pas comme notre Jupiter national. Donc, c'est la pensée unique qui est maintenant instaurée d'une manière officielle. Et donc, bienvenue au club des dictatures et des républiques bananières. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Et je pense que ça se passe de commentaires. Toutes les personnes qui ne pensent pas comme Jupiter, je pense que ça va faire beaucoup de monde dans le filet. Il va falloir un énorme filet.
Sinon, pour l'actualité, on peut vous parler de l'Italie. L'Italie qui subit actuellement une obligation vaccinale pour tous les travailleurs. Donc les gens ont décidé de réagir en faisant des blocages intelligents, évidemment, parce que si vous bloquez seul, vous avez des problèmes. Donc en fin de travail, les camionneurs se mettent par 2, par 3, par 4 sur les autoroutes, bloquent. Les gens viennent également, c'est des petits blocages pendant 1 heure, mais alors ça met une pagaille terrible. Et donc c'est un mouvement qui commence à arriver en France. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'actualité sur l'Italie, sur ce qui se passe là-bas, parce que évidemment, on ne veut pas que ce modèle se reproduise pour la France. Sinon, pour l'actualité en images, je vais vous la présenter comme ça. Mensonge ou changement d'avis, c'est vous qui allez pouvoir faire votre avis. Le gouvernement a fait savoir aussi son intention de ne pas recourir au passeport sanitaire. Et au-delà de 1000 personnes, il faudra ce qu'on appelle le pass sanitaire. C'est-à-dire non pas démontrer que vous êtes vacciné, mais démontrer que vous êtes vacciné, ou apporter la preuve que vous avez eu le Covid et que vous êtes protégé, ou avoir réalisé un test négatif depuis moins de 48 heures, comme un test antigénique par exemple. À partir du début du mois d'août, donc, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre, qui est la date consensuelle entre les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. On dispose de cet outil du pass sanitaire, dont vous savez que la possibilité d'y recourir s'éteint au 15 novembre prochain. Donc ce que nous voulons, ce que nous allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore, jusqu'à l'été, la possibilité d'y recourir. C'est ça qui va être proposé dans ce texte de loi. Ensuite, le Conseil d'État va nous remettre un avis, il va y avoir une discussion parlementaire pour échanger sur ce sujet-là. Pardon, excusez-moi, mais moi je suis quand même un petit peu en colère parce que on nous a menti sur le masque. On nous a menti sur l'extension du pass sanitaire. On nous ment une nouvelle fois, parce qu'on nous disait 2 mois avant le pass sanitaire, Clément Beaune notamment, et même Olivier Véran d'ailleurs, qu'il n'était pas question de l'étendre. On nous a menti également. On nous a menti ou on a changé d'avis? Oui, alors ça c'est facile. Non, mais Ouais, bien sûr, mais c'est très facile. Ça porte la contradiction. Oui, alors là pour le coup, c'est pas la meilleure contradiction, parce que voyez bien. C'est ce que je peux, monsieur. Oui, mais voyez bien. Voilà. Écoutez, c'est quand même incroyable. Je veux dire, le 25 juillet, devant la représentation nationale, Olivier Véran a dit, j'ai noté ses propos, le pass sanitaire ne saurait être prolongé au-delà du 15 novembre. Je veux dire, on va aller jusqu'à où? Dans le mensonge. C'est extraordinaire à quel point la parole politique a été décrédibilisée. Pardon, ce qui était censé être un état temporaire est en train de devenir un état permanent. J'ai écouté ce qu'a dit Gabriel Attal. Gabriel Attal a dit oui, on va le prolonger quelques mois. Mais attendez, quelques mois, ouais, ça fait un an, au maximum jusqu'à l'été. Non mais ça veut dire un an quasiment. Ouais, ça veut dire un an. Mais on se moque de nous. Enfin, excusez-moi, pardon. Là, pour le coup, en termes de discrédit de la parole politique, mais je pense qu'il a remplacé. Surtout qu'on nous a annoncé des assouplissements il y a 15 jours et que là, on se retrouve face à cette situation. C'est désastreux. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucun mea culpa. Tout avance, toujours de la même manière. C'est-à-dire, on nous parle, on nous promet, et pardon, excusez-moi, mais systématiquement, 2 mois, quelques mois après, quelques semaines peut-être après, l'inverse se produit. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité de la parole politique. Je ne comprends pas comment est-ce que Olivier Véran peut rester ministre après ça. Alors, on nous a menti ou alors serait-ce un changement d'avis? Ça m'amuse énormément. On t'entend pas, Bruno, on t'entend pas. Et oui, mais on oublie une chose aussi, c'est que le 23 octobre, les socialistes, avec tous leurs amis, je dirais, du Grand Orient, ont l'intention ferme de voter une loi pour instituer la vaccination obligatoire, qui n'aurait jamais dû être, selon ce qui a été dit par nos chers gouvernants, entre guillemets. Donc là aussi, mensonge et manipulation. Et mesures coercitives. Voilà, mesure coercitive. Et puis, là, on a un sentiment, lorsque effectivement cet avocat fait remarquer qu'il n'y a jamais de mea culpa, effectivement, c'est important. C'est-à-dire que normalement, un gouvernement, c'est comme une entreprise. Tout à espace régulier, on fait un petit bilan de ce qui s'est passé, de ce qu'on a voulu faire, de ce qu'on avait promis, de ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait, etc. Là, on n'a jamais de bilan. Jamais, jamais, jamais. On lui promet des choses, et puis ça n'arrive pas, et on enchaîne sur d'autres choses. Donc, on a l'impression que la notion de bilan, de se tourner vers le passé,
n'existe plus. Donc on a le sentiment que là, on a un joueur de flûte, excusez-moi l'expression, mais elle est au premier degré, hein. C'est-à-dire le joueur de flûte de Hamelin, qui est une histoire allemande d'ailleurs, où on voit cet homme qui est un enchanteur, une sorte de magicien qui promet plein de choses aux habitants, qui les réalise, et puis en échange, les habitants devaient lui donner je ne sais plus quoi, et ils ne tiennent pas leur parole. Et qu'est-ce qu'il fait, le joueur de flûte? Eh ben, il emmène tout le monde, toute la population des enfants se noyer dans une rivière en leur jouant de la flûte. C'est rien, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc voilà, et donc ce qu'on veut dire, ce qu'on veut mettre en avant, c'est que c'est prévu comme ça, quoi. Il ne faut pas penser un instant qu'il y a de leur part soit un oubli, soit une incompétence, soit voilà, je ne sais quelle autre chose qui ferait qu'ils oublieraient de faire un bilan et de dire bah ça on l'a pas bien fait, on va corriger, etc. Ou on a mal été renseigné, etc. Je fais remarquer par exemple que il n'y a aucune volonté de faire des comparaisons avec les pays voisins, alors que nous sommes quand même dans un espace européen qu'on a voulu comme tel depuis les années 50, et que là, subitement, il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus qu'une petite France étriquée qui résonne comme si elle était seule au monde, seule dans l'univers. Or, je fais remarquer aussi que dans d'autres pays, les pays voisins de la France, les traitements sont différents. Pour certains, l'exachloroquine va très bien, d'autres, c'est l'ivermectine, d'autres, c'est absolument pas d'obligation vaccinale de toute manière, sans la volonté des gens, etc. D'autres, c'est pas de passe sanitaire. D'autres, enfin, c'est vous pouvez rentrer dans le restaurant sans problème, pourvu que vous ayez votre masque et quand vous êtes assis, vous l'enlevez. C'est un peu ridicule, mais bon, on le fait de bonne grâce parce que c'est pas très embêtant. Alors que nous, on est très embêtés. Et bizarrement, d'ailleurs, la communication entre les pays semble mal passer. C'est-à-dire que la désinformation que nous subissons vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs, même si ailleurs ça peut être pire que chez nous, comme en Italie, hein, ce que tu disais à l'instant, hein, Sylvain, hein, mais dans d'autres pays où j'ai eu le plaisir d'aller, dans le nord de l'Europe, enfin dans le nord de la France en tout cas, eh bien, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et ils ont le sentiment, tous ces gens-là, à écouter leurs propres médias, qu'en France, ça se passe super bien et que c'est eux les malchanceux. C'est quand même bizarrement fichu, hein. Bon, voilà. Donc, la désinformation bat son plein. Il est important, un, qu'on ne sache pas, deux, que si on sait quelque chose, ça ne soit pas le reflet de la réalité, et que trois, si on a prévu A, eh bien, on va faire B, de façon à être bien certain que les gens soient désarçonnés, qu'ils soient dans la confusion. Car je continue de penser qu'il s'agit d'une action concertée pour mener tout le monde dans la confusion. Et nous allons poser des questions très précises au gouvernement et à ses représentants dans ce sens-là, car il faut tout de même qu'à un moment la vérité soit dite. Je ne sais plus qui disait, voilà, la vérité c'est la justice, et la justice c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Voilà, donc il faut vraiment qu'on reprenne ce goût de la justice et qu'on reprenne ce goût de la vérité qui est en train de nous abandonner, parce que même les victimes de l'absence de justice et de l'absence de vérité, les victimes que nous sommes dans la rue ailleurs, chez nous, hein, eh bien, ne réagissent plus. Et ça, c'est le fruit de la confusion. Et ça, ce sont des choses que nous avons déjà vécues dans les années 30, qu'évoquait à l'instant Bruno, effectivement, hein. Bien sûr que la propagande, c'est fait pour ça. C'est plus de l'information. Nous sommes en guerre, ça, on nous l'a bien voulu nous l'expliquer. Et la communication en temps de guerre, ça s'appelle la propagande. Donc, on se fait expliquer des choses qui sont fausses. Donc, comment fait-on pour retrouver les vérités? Ben, venir au sein du CNP. Et on appelle M. Macron, hein, s'il cherche des gens qui ne pensent pas comme lui, il faut qu'ils viennent chez nous, absolument, hein. Voilà. Et il n'avait pas besoin d'aller chercher bien loin. Simplement, nous, non seulement on ne pense pas tout à fait comme ce monsieur, mais on pense qu'il serait intéressant de faire tout à fait autrement. Voilà, donc voilà un petit peu pour répondre à la question mensonge ou changement d'avis. Je ne crois pas qu'il y ait de changement d'avis, je pense qu'il est au contraire planifié, qu'il y ait des mensonges qui s'enchaînent les uns derrière les autres, dans le cadre d'un plan qui va nous emmener peut-être vers le mot, allez, je prononce le mot complot et comploteur, bien évidemment, qu'on n'entend jamais. Ces deux mots sont dans le dictionnaire, alors que je rappelle à toute fin utile que complotiste, ce que nous sommes censés être aux yeux de ces messieurs, eh bien, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens dans le vocabulaire français, voilà, tout simplement. Par contre, complot, comploteur, oui, et ça, on peut en parler. Je ne sais pas s'il y a un enchaînement à faire sur ça. On va en parler, effectivement. Je voulais juste glisser une petite boutade. Au niveau du mensonge, le gouvernement ne joue plus de la flûte, mais du saxophone et baryton, s'il vous plaît. Et je vous rappelle aussi que notre surveillant-chef général a dit un jour « Venez me chercher ». Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Les dirigeants du monde œuvrent majoritairement pour le bien de la population et il en a toujours été ainsi. Ils sont représentatifs de la population dont ils ont la charge, connaissent parfaitement les besoins et les désirs de ceux qu'ils représentent. Comme de bons parents, ils nous éduquent avec amour. Légitimes, loyaux et impartiaux, ils savent ce qui est juste et bon de décider.
de construire ou de détruire, de dire, de regarder et de penser, car ils appartiennent à une caste élue de gens informés et motivés par le bien-être de tous. Les médias, la justice, la police, le système scolaire ou d'autres institutions relayent avec dévouement leurs directives et cela est bien ainsi qu'il doit être. Il le faut car sinon pour sûr ce serait l'anarchie. D'autant que le peuple est un enfant et qu'une minorité avertie sait ce qui est bon pour lui. C'est du bon sens. Il n'y a pas d'attaque sous faux drapeau, pas de trafic d'armes, de trafic de drogue ou de trafic d'êtres humains en coulisses. C'est une invention. On prend soin des plus faibles. Nos aînés et nos jeunes ont une place importante dans la société où l'équité est de mise. Qu'on soit un homme ou une femme, riche ou pauvre, et quelle que soit sa couleur de peau ou l'endroit d'où l'on vient. Aucun abus, aucun rituel, partie de chasse ou partie exploitant des humains non consentants n'a été organisé dans une quelconque île, quelconque château ou souterrain. Ce sont des foutaises, personne ne ferait cela. Ceci est un discours allant dans le sens des comploteurs. Le complotiste, lui, libère les faits cadenassés qui retrouvent tout leur sens caché et leur autonomie. Il les rend à l'air libre ou se meuvent à leur aise la vérité et le réel. Le complotiste, n'ayant pas droit aux arguments d'autorité, par exemple l'invocation d'un prétendu consensus scientifique, et étant soumis au feu permanent des critiques, il lui faut devenir un orfèvre dans son domaine pour pouvoir contrer un adversaire qui se contente de répéter un message univoque et balaye d'un revers de main dédaigneux les arguments qu'on lui adresse. Le terme de complotisme est devenu un anathème, une condamnation de toute pensée qui met en doute. Le terme complotisme concernerait la tendance à voir, dans le discours et action du gouvernement et autres institutions, telles que les entreprises, les banques, les médias, etc., le résultat de complots, c'est-à-dire de desseins secrets, non transparents, dissimulés au public en vue d'atteindre des objectifs inavouables. Le complot, le secret, le manque de transparence en vue de renforcer le pouvoir font partie du mode de vie des classes dominantes depuis la division de la société en classes. Un sujet que je me suis fait un plaisir d'écrire. Comploteur ou complotiste ? Merci Sylvain. Je voudrais revenir sur le mot justement complotiste, parce que déjà d'une part c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, et puis ce mot il est utilisé par nos adversaires pour finalement presque faire croire que c'est nous qui sommes des gens qui sont en train de comploter contre eux. Alors qu'en fait, eux, ce sont les comploteurs. Mais on ne les entend jamais dire eux-mêmes qu'ils sont des comploteurs, bien entendu, parce que pour eux, il n'y a pas de complot. Pour eux, le complot n'existe pas. Mais c'est pas uniquement le mot complotiste qui est inventé et déformé. Je peux citer quelques exemples. Par exemple, le mot populiste. Le mot populiste, au départ, ce sont des gens qui défendent le peuple. Donc, c'est un mot qui est très positif. Et en fait, ça a été utilisé d'une manière négative, d'une manière même méprisante. Ce sont des complotistes, ce sont des populistes. Le mot libéralisme aussi a été dévié complètement de sa fonction. Parce que si on pense que les gens qui prétendent nous gouverner actuellement sont des gens libéraux, c'est tout à fait le contraire, la preuve. La preuve de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Le libéralisme, c'est la liberté à l'intérieur d'un pays. C'est pas se mettre à genoux devant un gouvernement mondial qui veut essayer de dominer toute la planète. Même chose pour le capitalisme. Au départ, le capitalisme, c'était quelques personnes qui se réunissaient ensemble pour fonder une société et partager les bénéfices. Évidemment, ça a été complètement dévoyé par des gens qui se ramassent tous les bénéfices et qui laissent pratiquement rien à ceux qui travaillent. Donc, on a déformé des mots, on les a volontairement déformés parce que tout ça, ça fait partie de la propagande. Et maintenant, je voudrais un petit peu aborder la vraie raison du fait que nous traite tous les résistants, tous les lanceurs d'alerte et tous les groupements qui dénoncent un petit peu tout ce qui se passe actuellement, pourquoi on nous traite de complotistes ? Parce qu'en fait, on peut se demander, certains qui nous écoutent peuvent se demander, est-ce que effectivement on ne serait pas en train, de délirer, d'inventer des choses qui n'existent pas. Je vais commencer par citer quelques exemples qui peuvent montrer que les choses sont bien pires que ce qu'on peut imaginer et que les gens qui prétendent nous gouverner ne le font pas du tout pour notre bien, comme le croient encore malheureusement 90% de la population. En Géorgie, dans les années 80, un groupe mystérieux de personnes très puissants a acheté un grand terrain
un groupe anonyme, et sur ce grand terrain a fait construire un grand monument avec des pierres en granit de plus de 7 mètres de haut, sur lesquelles il était inscrit un certain nombre de principes, et notamment un principe principal, comme quoi il faut réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. À l'époque, il y avait à peu près 5 milliards de personnes sur Terre. Maintenant, on est 7 milliards. Donc, ça veut dire que les gens qui ont érigé ce monument ont érigé un monument qui proclame qu'il va falloir tuer les 9/10 de la population sur Terre. Donc ça fait réfléchir quand on voit ça, parce que ce monument, il existe toujours, il n'a pas été détruit, il aurait pu être démoli étant donné que c'est, je dirais, un pouce au crime. Eh ben non, il existe toujours et il est bien vivant, ce monument, il est bien visible, il existe bien. Donc ça montre qu'il y a bien quelque part un projet un peu plus maléfique que ce qu'on peut croire et que ce qu'on peut imaginer. D'autre part, comme Sylvain l'a montré tout à l'heure, toutes ces mesures anti-Covid qui existent depuis 1 an et demi, comme par hasard, se contredisent toutes les unes des autres. On constate de plus en plus qu'il y a des gros problèmes qui se passent dans la population, à tout niveau, sans rentrer dans le détail, que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus en bonne santé pour des raisons curieuses, etc., etc., etc. Et c'est vrai que tous dans nos familles, on commence à vivre l'expérience que toutes ces choses-là arrivent. Donc, est-ce qu'on est en train de rêver? Est-ce qu'on est en train de rêvasser? Est-ce qu'on est en train de délirer? Là, je me pose vraiment la question parce que les choses commencent à apparaître au grand jour et les gens qui sont en face de nous, ceux qui usurpent, je dirais, donc la fonction de direction d'un pays, eh bien ces gens-là le savent très bien maintenant et commencent à avoir peur. La peur change de camp, parce qu'à partir du moment où on a un certain nombre de personnes, de plus en plus nombreuses dans la population, qui commencent à découvrir une certaine vérité, là, ce ne sera plus du complotisme à ce moment-là. Ce sera la vraie vérité qui va apparaître au grand jour. Et n'oublions pas que le peuple actuellement représente 99% et eux ne représentent que 1%. Donc, la masse critique, le jour où elle va arriver, eh bien, ces messieurs qui se croient tout permis vont pouvoir commencer à avoir très, très peur. Voilà ce que je voulais dire pour commencer ma petite intervention. À toi, Philippe. Oui, merci pour ce tableau qui est juste. Alors, justement, à propos de justice, au sein du CNT, on met en avant le droit et effectivement la justice que j'ai vaguement évoqué tout à l'heure. Mais c'est pas un hasard. C'est parce qu'on est certain que notre action n'est efficace qu'au travers des outils de droit. Et c'est ce que nous avons écrit, c'est ce que nous avons fait. Nous faisons partir des documents, nous posons des questions au gouvernement, nous attendons des réponses, etc., etc. Et on s'aperçoit que le droit, quelquefois, il faut pas désespérer, hein, il arrive, et quelquefois la justice peut même pointer le bout de son nez. Et je vais en donner un exemple qui a été donné à tout le monde, mais dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est celui de Monsieur Sarkozy qui s'est trouvé, tout simplement condamné à la prison ferme. Donc c'est quand même pas rien. C'est le deuxième ancien président de la République qui se fait condamner par la justice. Ça, c'est de la prison. Autrement dit, ses arguments ont été déboutés. On se souvient de ses interventions tonitruantes sur les plateaux de télé où il avait table ouverte. Hein. Et là, subitement, malgré toute l'influence qu'il doit représenter politiquement aux côtés des hommes qui l'ont fait nommer et qu'il a dû nommer, malgré cet entre-soi, à un moment donné, la justice passe au travers de tous les filtres. C'est une excellente nouvelle, ça veut dire qu'il y a des juges qui soit ne sont pas corrompus, n'ont jamais été, soit sont en train de sentir le vent tourner, soit les deux, pourquoi pas, et qui à un moment donné décident tout simplement de faire du droit, quoi. Voilà, de faire par conséquent de la justice à partir d'écrits, des lois qui sont les nôtres. Sachant que ces lois, on va se répéter, mais elles ont été bafouées, elles ont été mises en défaut par tout simplement l'écroulement en 2008 de la République, la Ve République et de sa Constitution, par le fait du déni de la parole des Français sur le non à l'entrée dans la communauté européenne. Donc ça, on y revient régulièrement et on doit le rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui nous écoutent pour la première fois.
Donc tout s'enchaîne au sein du CNT, il y a une logique juridique. Et le point de départ, c'est ça, c'est cette date de 2008 où la Ve République s'est écroulée en même temps que la Constitution. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, il aurait fallu soit réunir à nouveau les Français pour créer une Constitution et pour créer, pourquoi pas, une 6e République ou un autre gouvernement de quelque nature que ce soit. Ça n'a pas été fait. N'ayant pas été fait, on continue d'avancer dans un monde flou, dans un monde où le pouvoir est à prendre, et ceux qui y sont, ben, ils sont en train de justement d'en user et d'en abuser, puisqu'ils font à peu près les lois qui les arrangent. Quand ils le veulent, ils défont même les lois fondamentales, ils les détricotent contre toute légalité, et ils rajoutent des alinéas à certaines lois quand ça les arrange. Là, Monsieur Macron nous explique qu'il crée une loi pour ceux qui sont pas d'accord avec lui, mais là, on marche sur la tête, quoi. C'est juste, on est dans un autre monde. Alors, c'est un autre monde, sauf si on prend les bonnes lunettes pour le regarder. Et quand on prend les bonnes lunettes, comme celle que je viens de vous expliquer en vous disant que depuis 2008, il n'y a plus de gouvernement et que nous avons affaire à des usurpateurs, eh bien, avec ces lunettes-là, on comprend tout. Ah bah oui, c'est normal, moi je serais à leur place, et ben je ferais exactement la même chose. Et d'ailleurs, ils ont tout fait pour pouvoir faire exactement ça. Et personne ne s'en est véritablement rendu compte. Ceux qui s'en sont rendus compte, c'est-à-dire les premiers à en souffrir, c'est-à-dire ceux qui disent le droit, eh bien ceux-là, on les a fait taire, soit avec de l'argent, soit avec des menaces, soit avec les deux. Nous sommes dans des relations de nature mafieuse, de cette l'or ou le plomb, comme on dit dans la mafia. Hein. Et en France, on est arrivé à cette logique-là. Ce pays qui avait la réputation de ne pas être une république bananière, comme le disait avec beaucoup d'accent Monsieur Pasqua. Il disait la France, ce n'est pas une république bananière. Ça voulait dire dans sa bouche, en clair, qu'il y avait des lois, une république et qu'il fallait faire exercer le droit. Sauf que maintenant, il ne dirait plus la même chose, ce monsieur. Ou alors, s'il le disait, ça serait vraiment contre son cœur. Bref, tout ça pour dire que la France est en train de devenir non pas une république bananière, parce que figurez-vous qu'en Afrique, on est en train de nous donner des leçons de démocratie aujourd'hui. Donc, il y a des pays qui se réveillent et qui nous plaignent. Merci à eux, d'ailleurs. Ils ont raison de nous plaindre, puisque nous sommes en train, nous, peuple de France, sur le territoire de France, de vivre, alors à une petite échelle peut-être, mais de vivre tout de même ce que eux ont vécu pendant des dizaines d'années, voire des siècles en Afrique même. Hein, voilà. Eux sont en train de s'en sortir et nous, on est en train de vouloir nous y faire rentrer. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas encore fait. Voilà. Donc, dès l'instant où on a les bonnes lunettes pour lire ce que nous vivons, pour regarder ce qui est autour de nous, ça se passe mieux. On comprend mieux. On sort du scandale, enfin, de l'esprit de scandale. C'est un scandale, etc. On sort du constat qui est toujours intéressant. Mais si le constat ne va pas au-delà et qu'on s'en arrête là et qu'on n'a pas d'action derrière, c'est qu'on n'a pas compris le constat ou qu'on l'a mal fait. Voilà. Donc, on sort de tout ça pour avancer d'un peu plus. C'est la raison pour laquelle le CNT est considéré comme ayant une longueur d'avance sur un certain nombre de dissidents qui se forment en groupe. Il y en a de plus en plus, des groupes, puisqu'il y a de plus en plus de pression faite sur les gens. Il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas d'accord pour la piqûre. Il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas d'accord avec les règlements européens. Il y a de plus en plus de personnes qui peuvent plus voir en peinture monsieur Macron et ses acolytes. Bref. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux et qui entendent et qui voient des aberrations. Donc, ils sont pas d'accord. Et pour manifester ce désaccord, bien sûr que normalement, il devrait y avoir le vote, évidemment, mais en n'ayant déjà pas voté pour eux, ils ont quand même gagné aux dernières élections nationales. Donc, on se demande ce que sera demain. Et on se le demande sans se le demander, d'ailleurs, parce qu'on sait qu'il y a des machines qui sont capables de prévoir les votes à l'avance. Enfin, on entend tout et n'importe quoi, mais surtout tout. Et on est bien conscient qu'il y a des outils tellement puissants que entre les mains de personnes mal intentionnées, comme c'est le cas malheureusement, eh bien, ces outils vont leur permettre de conserver le pouvoir, tout simplement. Et là, on n'aura rien d'autre à dire puisqu'on nous aura vu glisser le bulletin dans l'urne, on aura voté et mesdames et messieurs, il fallait voter correctement. Et vous auriez pourtant tous le sentiment d'avoir voté pour le camp d'en face, mais malheureusement, les résultats vont vous donner un résultat inverse. C'est quand même bizarre. Alors, à moins de faire partie des recomptages électoraux dans les mairies, etc. J'en ai fait partie, comme vous sûrement, comme certains d'entre nous, pour vérifier qu'il n'y avait pas de triche dans les comptages. Je peux vous assurer que là où j'étais, il n'y a pas eu de triche. Il y avait 500 ou 600 bulletins. Il n'y a pas eu de triche là où j'étais, mais il y a forcément eu de la triche ailleurs. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, on peut parler un petit peu des États-Unis. Là, on est sur des recomptages aux États-Unis dans certains États où on s'aperçoit que la triche a été énorme et que de toute manière, Biden n'avait pas du tout, n'est pas du tout légitime et ne devait pas être élu. C'était Trump qui passait haut la main à 80% pratiquement dans l'ensemble des États américains. Ces recomptages sont en train d'être faits et dans ce qu'on appelle toujours aujourd'hui la plus grande démocratie du monde en termes de liberté, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique,
parce que la plus grande démocratie du monde, à toutes fins utiles, je le rappelle, en termes de démographie, c'est l'Inde. Hein. Voilà. Donc, les États-Unis d'Amérique, qui restent un modèle de démocratie, de morale, etc., eh bien, ils sont en train de bafouiller, alors qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que M. Biden a été élu contre tout droit. Et pourtant, ça bagarre, mais ça bouge pas. Ça bagarre, mais ça bouge pas. Voilà, voilà. Donc les forces en présence sont en train justement de s'opposer pour qu'à un moment donné, il soit écrit quelque part, et de préférence à l'endroit où le droit doit se dire, et à l'endroit du siège de la gouvernance qui était autrefois Washington DC, mais dont aujourd'hui on ne sait plus très bien si c'est toujours Washington DC, District of Columbia. Donc la politique est en train de changer aux États-Unis de telle sorte qu'on se pose encore des questions aujourd'hui sur la légitimité des choses et des gens. Alors, pour revenir au vote, ça, en revanche, ça a été prouvé, démontré. Il y a eu des calculs qui sont refaits dans certains États, l'Arizona notamment, mais il y en a d'autres, les États du Sud en particulier, qui étaient un petit peu les arbitres, c'est-à-dire traditionnellement des États pivots qui donnent un petit peu la tendance nationale, en quelque sorte. Et bien, dans ces États-là, évidemment, il y a eu d'énormes tricheries. Donc, c'était pas par coup de 10 ou 20 bulletins, hein, c'était par coup de 5 000, 10 000 bulletins dans certaines communes, etc. Donc, il y a eu du bourrage d'urne, hein, c'est un terme qu'on connaît depuis des années, bourrage d'urne, bien sûr, comme dans une république bananière, sauf qu'aujourd'hui, ça se passe plus avec un pilon avec lequel on bourrerait des urnes de papier. Ça se passe de façon beaucoup plus simple, c'est comme avec votre argent, mesdames et messieurs, ça se passe avec des boutons informatiques. On appuie sur un bouton, boum, 10 000 voix de plus à tel endroit. Ça, c'est magique, hein. Par contre, il faut avoir accès au bouton, on est bien d'accord. Mais voilà, mais c'est comme votre banque quand elle vous prête de l'argent pour construire votre maison ou acheter votre bien voilà, immobilier, elle appuie sur un bouton et elle crée de l'argent sorti de rien. Voilà, donc on est un petit peu dans ces mêmes logiques d'électronique, qui est un outil fabuleux, mais qui peut être aussi un outil de triche non moins fabuleux si on n'a pas les bons codes, si on n'est pas du bon côté du manche, si on n'a pas la chance d'être du bon côté de l'outil. Or, pour l'instant, cette informatique, elle trahit les intérêts du peuple, en tout cas en ce qui concerne la partie élective. Donc voilà où nous en sommes. Donc, est-ce que tout ça, c'est un complot? Est-ce que je suis en train d'inventer qu'il y a des machines électroniques qui ont fait élire des personnes qui, normalement, n'auraient pas dû l'être, parce que le système de votation, comme on dit en Suisse, a été perverti par des personnes qui n'ont pensé qu'à ça 24h/24 pour sortir un outil de triche qui ne pouvait pas être détecté, sauf si il y avait des moyens quasiment militaire pour aller investiguer, poser les bonnes questions. Et apparemment, c'est ce qui a l'air de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'armée aux États-Unis qui est en train qui a d'une part lancé cette investigation et d'autre part qui est en train d'en tirer les conclusions. Je ne veux pas déborder de trop sur ce qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a une part de vérité, des parts de fantasmes et puis des parts de choses qu'on ignore totalement. Donc, ce qu'on ne sait pas, on ne le dit pas. Mais comme on a la chance, si c'est une chance en France, de ne plus parler que de la France et que du Covid-19, parce que c'est le seul sujet qui intéresse tout le monde, on est bien d'accord. Hein. Et voilà, il n'y a pas d'autre chose en dehors du Covid-19. Il semblerait qu'il y ait presque un complot. Alors là, je suis en train d'imaginer, il y a un complot qui consiste à faire en sorte que quand vous ouvrez le bouton de votre télé, quand vous allumez votre télé, quand vous allumez votre poste de radio, quand vous prenez vos journaux du quotidien, eh bien, on ne parle que de Covid-19. Et si jamais vous n'avez pas assez peur un jour, on va faire ce qu'il faut pour que le lendemain, vous ayez un petit peu plus peur. Donc ça, c'est une manipulation. Cette manipulation des esprits qui consiste à faire peur aux gens en leur disant qu'il y a la moitié de la population qui ne va pas se faire vacciner, vous vous rendez compte, ils vont être responsables de votre propre maladie. Ça, c'est pas de la manipulation, c'est de la propagande et un mensonge. Voilà, donc on est dans une forme de, oui, pourquoi pas de complot, mais on peut dire ça rentre dans un complot qui consiste à faire en sorte que, comme le dit Madame Buzyn, l'espoir, la volonté du gouvernement, c'est de faire en sorte que 95% des Français soient vaccinés contre la Covid-19. Voilà. Et pour ça, il faut mettre les gens dans l'entonnoir. Voilà. Alors, on peut appeler ça un complot, oui, un complot qui consiste à mettre les gens dans l'entonnoir pour que tout le monde aille de façon guillerette se faire mettre la piqûre dans le bras, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, mais pas vendu, parce que si jamais vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il faille arrêter au bout de 3 fois, eh bien, on vous promet un rendez-vous tous les 6 mois pour vous mettre à jour, en quelque sorte. Hein. Là, c'est véritablement de la mise à jour, c'est plus du rappel. Hein. Là aussi, on est dans une logique informatique et plus du tout dans une logique médicale. Mise à jour, ça veut dire qu'on va vérifier que votre ADN a bien été modifié comme c'était prévu au départ. Voilà. Je passe la parole à Bruno qui voulait dire. Alors, c'est étonnant d'ailleurs, Philippe, parce que on est dans un pays soi-disant peuplé de Gaulois réfractaires.
Et ces Gaulois réfractaires dénoncent depuis des dizaines d'années les politiciens en disant que les politiciens sont tous pourris, etc. D'ailleurs, c'est vrai que si on faisait teinter toutes les casseroles qui sont derrière le dos de tous les politiciens qui actuellement essayent de nous gouverner, eh ben, ça ferait un concert assourdissant. Hein. Bon, mais ce qui m'étonne encore beaucoup, c'est que dans la population, il y a encore énormément de gens, même souvent très proches de nous, qui disent mais non, c'est pas possible. Nos gouvernants ne peuvent pas nous vouloir autant de mal que ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils nous veulent du bien. Et oui, mais le problème, c'est que toute cette population qui dit ça oublie une seule chose, c'est que les gens qui veulent nous gouverner, ils commencent par se gouverner eux-mêmes et c'est leur propre intérêt qui passe avant l'intérêt de la population. Ça se constate et ça se voit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il suffit de regarder l'état de la France depuis 40 ans. Est-ce qu'on peut considérer que tous ces gouvernants depuis 40 ans ont rempli leur mission? Gouverner, c'est prévoir, c'est-à-dire permettre au pays de se développer, permettre à la population de vivre mieux, de s'enrichir, permettre au pays de rayonner plus dans le monde, etc., etc. Comparons l'état de la France il y a 40 ans avec l'état de la France aujourd'hui, et je pense que toutes les personnes qui ont encore des doutes sur le fait que nous dénonçons des choses qui sont plus que visibles, qui se voient comme le nez au milieu de la figure, eh bien, je pense que rien qu'en faisant ce constat, beaucoup de gens vont prendre conscience et vont comprendre. Et il suffit d'aller sur notre site conseilnational.fr et vous pourrez voir toute une série de documents et notamment des liens sur certains articles qui démontrent d'une manière extrêmement claire tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le dos et contre la population. Voilà, voilà Philippe. Tu viens de dire un mot, Bruno, qui m'intéresse beaucoup, constat. Est-ce que le fait de constater fait d'une personne un complotiste? Ça fait déjà de cette personne un dangereux chercheur de vérité. Exactement. Qui est potentiellement un futur complotiste et qu'il va falloir mettre sur les tablettes de nos surveillants-chefs pour qu'ils sachent les tracer en quelque sorte, voir s'ils évoluent bien ou pas bien. Voilà. Super, vous avez répondu à ma question, c'est parfait. Merci. Non, merci. C'est évident qu'il suffit d'ouvrir un peu les yeux, il suffit de se renseigner par d'autres moyens que les médias officiels pour se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond et je dirais même comme une roue de bicyclette vraiment voilée. Hein. Il y a un gros problème. Voilà, moi je pensais qu'avec le temps, le fait que les masques soient sans utilité médicale finirait par se savoir, que les gens en prendraient conscience et qu'une fois qu'ils auraient pris la mesure de l'abus de confiance en l'occurrence, eh bien, ils jetteraient les masques et ils mettraient au défi le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, de leur prouver que les masques servent à quelque chose. Voilà. Et Philippe, les masques ouais. vont tomber dans tous les sens du terme. Alors oui, effectivement, le mot masque sert dans beaucoup d'expressions. Ils vont tomber, bien sûr, mais là, pour l'instant, je vois surtout des gens qui ont, quand je suis dans la boulangerie, dans un magasin ou ailleurs, qui ont la conscience, qui ont l'envie de bien faire en sorte que leur masque soit bien plus près des yeux que du bout du nez, quoi. Parce que si jamais ils n'étaient pas près des yeux, eh bien, il semble que dans l'esprit de cette personne, le Covid rentrerait plus facilement. Alors, moi j'en conclus que plutôt que j'ai eu tort de faire confiance dans le bon sens des gens, parce qu'aujourd'hui, je constate que chez les jeunes, chez les moins jeunes ou chez les personnes âgées, peu importe, tout confondu, ils ont la main sur le masque en permanence pour le remonter. Alors, c'est pas qu'il glisse vraiment, il est au milieu de l'arête du nez, hein, ça suffit largement. Mais dans leur esprit, plus ils le montent et plus ils se sentent protégés. Donc là, il y a une manipulation par la voie de la propagande. Ça se ressent à ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, moi, si je pouvais mettre le masque sous le nez, ça m'irait très bien. Et ça m'arrive de le faire. Et bien évidemment, il y a toujours une personne pour me dire, monsieur, il faut remonter le masque au-dessus du nez, quoi. D'accord. Y compris dans les pays étrangers, d'ailleurs.
Donc voilà, donc ces masques qui ne servent à rien, d'autres que mesurer la soumission des personnes à son non-intérêt, si je puis dire, et c'est ce que veulent les gouvernements. Ils veulent des signes de soumission. Vous savez que dans la Chine antique ou dans la Chine ancienne, les Chinois avaient une natte, la natte des Chinois. Cette natte elle était unique et elle servait justement à se garantir que la personne avait bien compris sa soumission au maître. Et couper sa natte à l'époque, ça voulait dire reprendre sa liberté, partir dans la forêt et vivre tout seul et se faire courir après par la police. Bon, grosso modo. Hein. Aujourd'hui, on se dit, mais finalement, le masque, est-ce que c'est pas la même chose que la chaîne de l'esclave de l'Europe antique? Est-ce que c'est pas la même chose que la natte du chinois? Est-ce que c'est pas la même chose que toutes les formes qu'on a pu inventer dans l'humanité pour montrer une soumission? Eh ben, j'ai l'impression que si, c'est un peu la même chose, quoi. Parce que les gens qui me disent, ah oui, effectivement, alors le masque, il sert pas, effectivement, les virus, ils peuvent passer à travers, on est d'accord, mais bon, ça enlève le plus gros, on est bien d'accord. Hein. Ah bah bien sûr, on est d'accord. Hein. Alors, ça, je pensais que cette expression qui m'était venue de quelqu'un que j'avais rencontré sur un marché qui m'avait beaucoup fait rire, hein, évidemment, hein, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, les gens pensent toujours exactement ça. C'est-à-dire qu'ils pensent sincèrement que derrière leur masque, ils ont le sentiment que même si ça n'empêche pas tout, ça enlève le plus gros. Mais ça n'enlève rien du tout. Non seulement ça n'enlève rien du tout, mais ces masques sont fabriqués avec des matériaux qui eux-mêmes peuvent potentiellement être dangereux. Est-ce que vous vous êtes seulement posé la question, mesdames et messieurs, de ce qu'il y avait dans les masques bleus en papier? Il y a peut-être des choses qui sont nocives pour votre santé. Est-ce que vous êtes allé vous y renseigner, vous en renseigner? Renseignez-vous. Vous verrez qu'il y a des masques qui peuvent être potentiellement dangereux. Voilà. Alors, on est attiré de voir à quel point la propagande a fonctionné sur une grande partie de la population qui est gérée par la peur. Et je disais tout à l'heure que si on n'avait pas assez peur, eh bien, comptons sur notre gouvernement pour nous faire beaucoup peur, pour que le lendemain, tout le monde mette son masque. Et c'est exactement cette gouvernance par la peur qui est en cause. Ça s'appelle une torture mentale. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas en train d'exagérer. Tout à l'heure, j'ai employé le mot complot puisque c'est le sujet de ce soir, mais est-ce qu'il y a un complot? Moi, j'ai pas vu écrit de complot avec les rôles de chacun, etc. Mais il doit forcément exister un complot quelque part. Pourquoi? Parce qu'un complot, ça met en place sur la durée et sur l'importance de la population concernée. C'est un complot, on ne fait pas un complot à 3 personnes pour gérer une problématique à 3 personnes. Hein. Un complot, c'est quand même quelque chose d'important, et en général, ça porte sur des solutions politiques, en tout cas sur des aménagements ou des désirs de changement politiques ou militaires, l'un allant contre l'autre. Donc voilà, donc ce que je voulais dire du tout. Oui, donc ces masques, ils sont effectivement la marque de la soumission, et il faut aller chercher les matériaux qui les composent, comme il faut aller chercher les matériaux qui composent ce qu'il y a dans la fiole de la picouse. Parce que moi, je suis quand même très intéressé à savoir ce qu'on va mettre dans les veines, par exemple, ou ce qu'on va mettre dans les veines de mon enfant, de mon fils, de ma mère, etc., etc. Donc tout ça n'est pas pointé, tout ça n'est pas mis en avant. On fait confiance, on dit non, mais c'est normal. Bon voilà. Alors bon, s'il y a un complot, et nous pensons qu'il peut potentiellement y en avoir un, et s'il y en a un, bah, il a été tout simplement écrit sur les fameuses pierres de Guidestones qu'évoquait tout à l'heure Bruno. Hein, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont dit voilà, je vais vous écrire tout ce qui va vous arriver, mesdames et messieurs, et ça va pas être très agréable, hein, puisqu'on va faire disparaître 90% de la population. Alors, tu as employé, Bruno, à ce sujet-là, le mot tuer. Alors, le mot tuer est peut-être exagéré parce que on va pas forcément les tuer, mais on va les empêcher de naître. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout simplement des moyens de contraception tels que la population ne va pas se reproduire. Alors, on se souvient que Mao Tse-tung avait demandé à chacun des Chinois qui faisaient 10 enfants en moyenne par famille de bien vouloir n'en faire plus qu'un. Alors, effectivement, ça a fonctionné. Hein. Ils n'en font plus qu'un. Et la courbe de démographie de la Chine, elle commence déjà à basculer. Elle est plus ascendante. Elle est stagne et elle tend vers la descente. Mais si on emploie d'autres moyens coercitifs ou des moyens chimiques ou des moyens médicaux, on y est, pour faire en sorte que la reproduction ne se passe plus autant ou ne se passe plus du tout. Je dirais qu'en l'espace d'une génération, vous faites chuter une population de 90%. Ça doit être possible techniquement, j'imagine. Hein. Donc, est-ce qu'on a imaginé un complot? Parce qu'on a le droit d'imaginer des complots. Hein. Ça, c'est pas répréhensif. Hein. Répréhensible, pardon. Est-ce qu'on a le droit d'imaginer des complots par lesquels, effectivement, on nous demanderait, on ne demanderait rien à personne, mais dans une vaccination, on ferait en sorte qu'il y ait un
produit qui nous stérilise, tout simplement. Est-ce que c'est venu à l'idée de quelqu'un, ça, de vérifier ça? Je sais pas, j'en sais rien, mais je pose la question à des scientifiques, à ceux qui n'ont pas vendu leur âme moyennant des gros billets de dollars ou d'euros, des pièces sonnantes et trébuchantes. Il y en a sûrement, il y en a forcément, on en connaît. Ces personnes sont capables de nous dire, effectivement, il y a dans les matériels qu'on vous propose en injection des capacités invalidantes, ou en tout cas des agents qui vont faire que la reproduction va plus être possible, on va être stérilisé, hein, exactement comme on stérilise les poulets ou quand on stérilise n'importe quels animaux. Voilà, est-ce qu'on y a réfléchi à ça? Est-ce que à la lecture des pierres, des pierres des Guidestones, hein, on a été capable, ou quelqu'un a été capable de faire le lien entre ce qui est écrit sur ces pierres dans les années 80 et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec une vaccination internationale à 95% de la population, ce qui est juste énormissime pour une maladie qui est une grippette, je le rappelle, à titre inutile. Est-ce qu'on se pose ces questions-là? Non. Alors, est-ce que c'est être complotiste, c'est-à-dire voir des complots partout, que de poser la question? Je ne pense pas. C'est faire preuve de réflexion, c'est de poser les bonnes questions et d'attendre les réponses. Parce qu'on est complotiste tant qu'on estime que la Terre est plate. En général, les complotistes, c'est des gens qui estiment que la Terre est plate. Je le dis à toutes fins utiles, parce qu'on me l'a souvent dit. On m'a souvent dit, les gens qui pensent comme ça, c'est des gens qui pensent que la Terre est plate. Alors, à titre personnel, que les choses soient très claires, je suis même convaincu que la Terre est une sphère. Voilà. Donc, pour les complotistes, passez votre chemin. Ceux qui pensent que la Terre est plate, ils n'arrangent pas nos affaires parce qu'ils nous font passer pour des gens pas sérieux. Donc voilà. Donc, j'ai l'impression d'ailleurs que le complotisme aujourd'hui se résume à ça. Hein. C'est la Terre est plate. Hein. Pour le reste, on est capable de vérifier les choses, de vérifier les contenus, d'arrêter de se jeter des spécialités à la figure en se disant que tel professeur a dit une chose, mais que tel autre l'a contredit, alors qu'on s'aperçoit que tel autre, il a des conflits d'intérêts justement, où il a des accords d'intérêt avec des grands pharmaciens pour dire telle et telle chose, alors que l'autre, il est juste libre. C'est normal qu'il n'ait pas dit la même chose. Voilà. Est-ce qu'on réfléchit à tout ça? Est-ce on y pense? Est-ce qu'on se dit que ça, c'est du complotisme, c'est-à-dire voir des choses horribles partout? Voilà, c'est ça, le complotisme. Voilà. Alors, je rappelle que le complotisme, quand même, ça vient de ce qu'on a appelé la théorie du complot. Alors, la théorie du complot, ça a donné le mot en français complotiste, qui effectivement n'est pas dans le dictionnaire et qui en plus est en plein glissement de sens, puisque plein de gens qui entendent complotistes disent « Ah, les complotistes, c'est ceux qui font des complots. » Non, ceux qui font des complots, ce sont des comploteurs. Ça existe depuis l'Antiquité, ce mot-là. Vous pouvez le garder, celui-là. Hein. Par contre, complotiste, vous pouvez le mettre à la poubelle. Il n'est pas dans le dictionnaire et il parle de gens qui n'existent pas. C'est-à-dire les gens qui pensent autrement, c'est pas des complotistes, c'est juste des gens qui pensent autrement. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, Philippe, par rapport à ce que tu dis, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il y a une certaine partie de la population qui n'ont pas peur, mais pas du tout, mais qui sont en fait comme des moutons, c'est-à-dire ils se posent pas les grandes questions, qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on va, etc. Non, ce sont des gens qui suivent, qui obéissent. Bon, il faut payer ses impôts, ils payent ses impôts, il faut se faire vacciner, ils se font vacciner, point. Point final, sans se poser de questions, et d'une manière pour eux totalement naturelle, comme un troupeau de moutons qui s'en va vers un précipice, chaque mouton suit l'autre mouton. Voilà. Et ça, c'est dommage et c'est grave parce que ça montre à quel point les gens qui ont créé cette fameuse République depuis 200 ans ont formaté l'esprit des gens pour les rendre dociles. Finalement, ce sont des esclaves dociles, entre guillemets, parce que c'est le nouvel esclavage actuellement, hein, c'est l'esclavage moderne. Et donc, les gens sont dociles, ils suivent, ils n'ont même pas peur. Voilà. J'ai entendu des personnes dire, moi, dès qu'il y a un vaccin ou quelque chose comme ça, je ne cherche pas à réfléchir, j'y vais directement. Tout à fait. Ce sont des investisseurs, j'imagine. Voilà. Évidemment, bien sûr qu'il y a des personnes qui se font vacciner. Alors, les personnes de bonne foi, on les repère comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont tout à fait pour le vaccin pour les autres, et accessoirement, elles sont pour le vaccin pour elles-mêmes. Parce qu'il y a aussi des personnes qui vous disent « Ah oui, non, mais moi, j'ai pas besoin du vaccin, mais par contre, pour vous, ça va être très important, mais pour moi, non, moi, je me fais autrement. » Voilà. Alors là, vous les repérez vite, les gens de bonne foi. Et une fois que vous avez affaire à des gens qui sont un petit peu sur la tangente au niveau de la bonne foi, vous pouvez creuser et trouver des choses importantes, notamment des accords d'intérêt que j'évoquais tout à l'heure, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la personne plus convaincante que celle qui sait qu'elle va gagner beaucoup d'argent en poussant tout le monde dans cette direction-là plutôt que dans cette direction-là.
Voilà comment on pourrait résumer, on va dire, les accords d'intérêt entre d'immenses sociétés qui disposent d'immenses moyens, qui ont pratiquement la possibilité de créer de l'argent elles-mêmes à partir de rien. Donc l'argent pour elles, c'est pas un problème. Il suffit d'en fabriquer, de le faire briller aux yeux de ceux qui en ont besoin ou qui sont à la recherche d'oxygène financier, tout simplement, tout en bas, tout en bas, tout en bas, c'est-à-dire nous. Et dès que on est suffisamment endetté ou on a suffisamment besoin de monnaie pour céder à la tentation de ce qu'on nous présente, et ben on plonge, on y va. Ah oui, puis je dis rien à personne, puis je fais comme ça, puis je vais gagner de l'argent, puis ça va bien se passer. Bon, il y a plein de médecins qui ont fait comme ça. Et il y a aussi plein de médecins qui sont en train de se rendre compte que d'avoir fait comme ça, eh ben ça crée quoi? Ça crée de la mort. Ça crée de la mort, hein, autour de la vaccination, autour d'un certain nombre de choses. Ça crée, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas de la diffamation. Ce sont des éléments factuels qu'on peut lire. Il y a des professeurs qui font des rapports là-dessus. Il y a des courbes dans tous les sens pour expliquer comment ça se passe après l'opération vaccinale. Il y avait aucun mort du Covid à tel endroit, à tel moment. Puis subitement, après la vaccination, il y a eu une inflammation, si je puis dire, un enflammement du nombre de cas, etc., etc. Bon. Donc, ça crée, et ces médecins-là, à un moment donné, s'ils se font rattraper par leur conscience d'être humain, parce que certains ont quand même une conscience d'être humain, il ne faut pas non plus les traiter de ce qu'ils ne sont pas, ce sont des êtres humains, eh bien, ils sont rattrapés par leur conscience qui leur dit quoi? Là, tu as créé de la mort, alors que ton métier, c'est de soigner des gens. Certes, tu as fermé les yeux parce que c'était de l'argent à la clé, tu as fermé les yeux pour aller dans cette direction-là, tu n'as pas été très curieux, tu n'as pas fait ton devoir de renseignement, tu n'as pas fait tes choix de façon éclairée, tu as laissé d'autres décider à ta place à coup de billets de banque. Et qu'est-ce que tu vas dire aux familles de ceux qui restent, enfin aux familles qui restent, de ceux qui sont partis, pardon, qu'est-ce que tu vas leur dire? Et comment tu vas te défendre? Dans un premier temps, tu vas te défendre légalement, en disant c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas la vaccination, c'est autre chose, ce monsieur, il était très malade avant de se faire vacciner, c'est pour ça qu'il est mort, etc., etc. Mais cette argumentation-là, elle va durer un certain temps, mais elle va pas durer tout le temps. Au vu des résultats, au vu des conséquences. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des jugements, comme M. Sarkozy qui a été jugé pour autre chose que pour les vaccins. Là-dessus, c'est une justice à lui rendre. Mais d'autres vont être jugés. Et il faut que les médecins qui ont pris ces décisions prennent également conscience qu'ils feront partie du lot de ceux qui seront jugés. Et les choix qu'ils auront faits à ce moment-là seront lourds de conséquences pour leur avenir à eux, pour quelques billets de plus, pour quelques dollars de plus, comme on disait dans les titres de certains westerns des années 70. Et oui, pour quelques dollars de plus, c'est exactement ça, quoi. Donc voilà, donc il va y avoir des choses, et puis les familles également vont faire la pression, en espérant qu'il n'y ait pas des phénomènes de règlement de compte, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, je suis allé de bonne foi, je me suis fait vacciner, je suis sportif de haut niveau, et maintenant je mets plus un pied devant l'autre. Et depuis que je suis vacciné, je suis sûr que ça vient du vaccin. Problème. À votre avis, il est dans quel état d'esprit le sportif de haut niveau qui s'est fait dire par son médecin qu'il fallait absolument qu'il se fasse vacciner? Dans quel état d'esprit il peut être vis-à-vis de son médecin, on est bien d'accord, hein. Bon voilà, donc moi je suis pas en train d'attiser les sentiments ou les ressentiments entre les personnes. C'est justement pas du tout le cas du CNT. Le CNT, c'est faire l'union. C'est faire l'union pour qu'on puisse déjà, comprendre, en tout cas déjà entendre, deux, comprendre, et trois, prendre les bonnes directions, prendre les bonnes décisions dans les bonnes directions. C'est ça que nous faisons, nous, au sein du CNT. Encore une fois, avec des documents administratifs qui sont des documents juridiques. Alors, pas administratifs, mais juridiques, ça c'est sûr. Et qui posent des bonnes questions à nos gouvernants. Alors, justement, puisqu'on en parle, tout ce que nous évoquons ce soir fait l'objet de questionnements. Et ces questionnements, on les a mis par écrit, ces questionnements, tout simplement, on va les envoyer à nos surveillants chefs, qui puis ils vont nous répondre ou pas nous répondre. Ils vont parler ou pas parler. On verra bien ce qu'il en sera, de quoi il retournera. Et puis, on va essayer, on va faire plus qu'essayer de faire en sorte que ces informations, ces questionnements soient envoyés à la plus grande partie de la population, qu'ils soient lisibles, bien entendu, sur nos sites, bien sûr, mais pas seulement, parce qu'on a besoin d'une diffusion plus large et qu'ils soient lisibles, notamment au travers des médias mainstream qui voudront bien nous relayer. Il paraît qu'il y en a quelques-uns, on verra bien. Voilà ce que nous sommes en train de faire, en train de mettre au point. Voilà comment nous avançons au sein du CNT. Et puis je rappelle également que j'ai des personnes qui m'appellent régulièrement, soit sur mon téléphone directement, soit par SMS, par d'autres moyens, pour me dire oulala, j'ai tel cas, j'ai été mis en quarantaine en revenant en France, mais j'ai pas respecté la quatorzaine, je me suis fait attraper par la police, je leur dois 1300 €, comment je peux faire pour m'en sortir? Bon. Eh ben, on renvoie toutes ces personnes au site conseilnational.fr, je me trompe pas, oui, conseilnational.fr.
pour accéder justement aux moyens, aux lettres qui permettent de répondre tout simplement à l'administration par rapport à toutes ces mesures coercitives dites anti-Covid et qui sont toutes plus anticonstitutionnelles les unes que les autres. Avant même d'être anti-Covid, elles sont anticonstitutionnelles. Donc tout ça est écrit noir sur blanc, tout ça est expliqué et il y a un moment donné, il faut quand même que les gens comprennent que la forfaiture, car c'en est une, elle remonte à 2008, ça c'est la grande forfaiture qui a fait que tout le monde a fermé les yeux alors qu'on aurait dû les ouvrir à ce moment-là pour dire il y a plus de constitution et il y a plus de 5e République tout simplement. Et ça c'est pas une invention, c'est pas du complotisme, c'est du constat. Alors on est des constatistes. J'ai vu dans le reportage tout à l'heure de Sylvain qu'il y avait une dame qui avait un panneau qui était marqué je suis pas un complotiste, je suis constatiste. Alors c'est déjà un statut un peu plus intéressant moralement, mais à mon avis qui est encore un peu limitant. On n'est pas non plus des constatistes, on est des agissants. On est des concluants et agissants. Voilà ce que nous proposons au reste des personnes de cette planète et en tout cas de la France pour faire avancer les choses. Donc on propose d'agir. Qu'est-ce qu'on fait pour agir? Voilà. Donc on fait plein de choses pratiques. Allez sur nos sites, allez sur notre site, le principal, conseilnational.fr, pour savoir ce que nous faisons concrètement pour vous et comment on vous aide à sortir des griffes du système qui veut vous enfermer. Bien souvent, on s'aperçoit d'ailleurs qu'une déclaration qui est faite un jour par un ministre n'est pas suivie des faits alors qu'il devrait l'être. Bizarrement, alors voilà, c'est aussi des effets d'annonce qui sont très pervers de conséquences, c'est-à-dire qu'ils continuent de maintenir les personnes en général dans la confusion. Et cette confusion ne sert que les intérêts de nos surveillants chefs. Oui, Bruno. Oui, à ce sujet, d'ailleurs, il y a, je dirais, un avertissement qu'on pourrait lancer, c'est que les gens qui sont des comploteurs, très souvent, pour pouvoir mener à bien leur complot, pratiquent ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. On peut le voir actuellement au niveau des élections présidentielles. On divise pour mieux régner. On peut le voir aussi au niveau des lanceurs d'alerte. Tous les lanceurs d'alerte qui existent sont souvent des gens qui ont des informations à donner, qui lancent des alertes, mais bon, derrière, il n'y a pas de programme, alors que nous, au CNT, on a un programme sérieux. Mais très souvent, on va voir ces lanceurs d'alerte se diviser de plus en plus, essayer de diviser, parce que certains sont souvent contrôlés par justement nos ennemis, entre guillemets, et d'autres le font de bonne foi sans se rendre compte qu'en fait, la seule chose qui nous permettrait de découvrir s'il y a vraiment un complot, c'est de s'unir. Mais ça les arrange, tous ceux qui essayent de nous gouverner, de voir une désunion, de voir des tas de petits groupes bien séparés qui ne représentent pas une force commune. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est donc s'unir. Voilà ce que je voulais rajouter, Philippe. Oui, c'est important ce que tu dis, Bruno. Effectivement, il y a effectivement des lanceurs d'alerte qui sont même parfois tout simplement pris en otage et qui sont retournés comme un gant. C'est-à-dire qu'ils deviennent de fait des auxiliaires de police, contre leur gré évidemment, mais ils sont tenus, soit vis-à-vis de leur famille, soit vis-à-vis par un chantage terrible. Moi, j'ai une compassion extraordinaire vis-à-vis de ces gens-là, qui ont fait tout le travail et qui se retrouvent finalement, de par leur courage et leur volonté d'avancer, dans des ennuis pas possibles. Donc, à un moment donné, on est obligé peut-être de se séparer d'eux et de faire en sorte d'avancer sans eux. Et on les salue de loin, quoi. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est effectivement les laisser faire autre chose ailleurs pour que tout simplement les corps constitués ou en tout cas la police leur fiche un peu la paix, quoi. Voilà. Nous voulons rappeler au sein du CNT que nous ne sommes donc définitivement pas un parti politique, et que nous ne proposons pas aux personnes qui sont évidemment sincèrement en recherche non seulement d'une vérité mais d'une action possible contre ce que nous sommes en train de vivre les uns et les autres. Nous ne voulons pas les priver de leur conscience politique s'ils en ont une, conscience d'être de droite, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême centre. Nous, on ne veut pas du tout les priver de ça. Ils ont leurs convictions, ils en changeront ou pas. Nous avons une autre vision du monde qui fait que la politique n'est pas prisonnière des partis, mais doit être rendue au peuple, tout simplement. Et ça n'est pas de la démagogie, c'est-à-dire une façon de se faire élire, justement, puisque moi, je n'ai pas envie de me faire élire, Bruno non plus, je pense que Sylvain non plus.
Pas du tout. Peut-être à ton club de boule, président, ouais, c'est ça. Mais pour la France, non, les Français vont se débrouiller tout seuls. C'est justement ce qui a été mis au point. Donc on le répète. C'est important de le répéter. On n'est pas, encore une fois, donc un parti qui, voilà, qui fait campagne en disant rejoignez-nous, on sera plus fort à plusieurs, mais sous-entendu, on sera plus fort à plusieurs à condition que ça soit moi le patron. On est bien d'accord. Donc non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On ne rameute pas. On dit simplement que cet outil juridique qu'est le CNT, car ça reste avant toute chose un outil juridique, eh bien, il devra être un passage obligé dans un futur gouvernement si les Français décident que les choses se passent différemment d'avant. C'est-à-dire que si les Français décident d'ouvrir les yeux sur l'écroulement de la Constitution, si les Français décident de comprendre que les personnes en place ne sont pas là pour gérer leurs intérêts, et si les personnes décident encore que la République, c'est peut-être pas forcément l'horizon indépassable de la forme la plus démocratique de la démocratie, justement, et qu'il y a peut-être d'autres moyens, notamment celui de se passer des politiciens qui sont nos représentants et qui font régulièrement depuis déjà un certain temps à peu près le contraire de ce qu'on leur demande de faire. Donc, il y a un problème aussi sur lequel il faut ouvrir les yeux. On ne demande à nos compatriotes et aux concitoyens français que d'ouvrir les yeux. C'est tout. Et quand on ouvre les yeux, on voit. Et quand on voit, on trouve des solutions alternatives et puis on va vers d'autres raisonnements que ceux qui nous sont proposés depuis 2 siècles, de chanter la Marseillaise et d'aller se battre contre des peuples voisins qui sont dans les mêmes ennuis que nous, alors qu'en fait, il faut plutôt se battre ceux qui sont en haut et pas que ceux qui sont en bas. Voilà, donc il faut raisonner de cette façon-là et faire en sorte que les Français aient envie de changer de paradigme, puisque nous, on propose un changement de paradigme. Voilà, allons voir ce qu'est le programme. Allons voir ce qu'est le programme de la transition sur 2 ans, avec tout un tas d'aménagements, de changements généraux qui ont été prévus, sur lesquels on reviendra bien entendu à d'autres soirs, parce que c'est important pour les nouveaux de se faire expliquer et qu'ils puissent entendre à nouveau ce qu'est le programme du CNT, canal historique, donc ça on va l'appeler comme ça, puisque maintenant c'est comme ça qu'il s'appelle, CNT, canal historique, c'est-à-dire qui est du ressort, qui ressort de ce qui a été prévu au tout début en 2015 par le CNT et ce qui a été prévu, ce qui a été repris en 2019 dans le cadre du procès de Milan, où il a été établi notamment la Cour suprême du peuple souverain, qui est la garantie par le droit de la souveraineté in fine du peuple dans toutes les décisions majeures qui le concernent. Voilà. Voilà, ça c'est des choses un petit peu lourdes pour certains qui vont dire ça j'y comprends rien, c'est de la politique, c'est pas fait pour moi. Eh bien si, mesdames et messieurs, c'est exactement le contraire. C'est de la vraie politique, c'est-à-dire celle qui concerne tout le monde et qui permet à tout le monde, y compris vous, mesdames et messieurs, d'interagir. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Vous passez par des représentants qui font des choses opaques, qui bien souvent font des lois à des endroits où vous n'êtes pas, qui normalement devraient être l'Assemblée nationale, mais quand on est à l'Assemblée nationale, on se demande bien quand est-ce qu'ils font les lois, on les voit jamais. Donc elles se font forcément ailleurs. Et ailleurs, oui, mais ailleurs où? Ailleurs, c'est secret. Alors quand on a un gouvernement qui vous dit qu'il passe par le secret et qui fait des choses dans votre dos, on peut tout craindre. Je ne sais pas si vous raisonnez comme moi. Donc voilà, donc on est dans une perspective d'orientation différente. On pense que le monde va changer avec ou sans le CNT, canal historique, de toute façon, et que l'intérêt de passer par le canal historique et le CNT canal historique, c'est évidemment d'être prêt au bon moment, au bon endroit, lorsque les choses changeront, et que les corps constitués feront la part des choses, c'est-à-dire entre les associations qui ont une vague idée du constat dans lequel nous sommes aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, des gens comme nous qui avons plus qu'une idée du constat, qui travaillons dessus depuis 5, 10, 15, 20 ans parfois, et qui avons en plus un projet gouvernemental. Et ça fait la différence. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ce projet, c'est vous qui allez le mener à bien, c'est pas quelqu'un qui va vous représenter. On aura d'autres occasions de reparler de tout ça un petit peu plus tard. Donc là, il n'y a pas de complot, il y a un projet. Et la différence entre un complot et un projet, c'est quoi? C'est la transparence. C'est dans un cas, on est dans la vérité, la transparence. Dans l'autre, on cache et on va faire des choses qui sont pas bien. Ça me permet de dire, Philippe, une nouvelle fois, la devise du CNT Canal Historique, qui est « Peuple, paix, justice ».
partout où nécessité fait loi. Pratiquement 21h30, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que pour la défense de vos droits, vous pouvez aller sur le site du Conseil national de transition, conseilnational.fr, avec les 3 W avant, évidemment. Pour ce week-end, vous allez certainement aller crier la liberté. Je vous rappelle que crier la liberté, c'est tout simplement faire entendre sa voix et sans violence et sans armes. Un week-end que nous vous souhaitons excellent. Merci Bruno, merci Philippe. Prochain rendez-vous avec le CNT, Conseil national de transition, lundi 20h30.